Salut Nico. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler de prépa mentale, notamment suite à la dernière déclaration de Roger Federer où il expliquait que dans sa carrière, il a gagné X points. Il faut savoir une chose, c'est que sur ces X points, je crois qu'il y en avait 54 ou 56% qu'il avait gagné. Donc ça veut dire qu'en fait, une chance sur deux, à chaque fois, il perdait. Euh, Lors de ces affrontements, il expliquait que dans la vie, il fallait se focus sur le point que je vais jouer. Sauf que le problème, les gens se disent, ah, j'ai raté une passe, j'ai raté une occasion, j'ai raté une frappe, c'est pas grave, j'ai réussirai la prochaine. Sauf qu'en fait, pour la mentalité de Roger Federer sur le tennis, c'est le point. Le point que je suis en train de jouer à l'heure actuelle, c'est le point le plus important du monde. Et tout ce qui va Mhm. venir après ne compte pas. Et mes points passés ne comptent pas. Et Roger Federer disait qu'avant, c'était le meilleur joueur du monde jusqu'à 2 heures de jeu et après, ça craquait. Parce que c'est quand tu as les jambes qui tremblent, quand tu as la pression, quand il y a l'enjeu, c'est là où les points commencent à peser lourd. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de ça dans le football. Dans le tennis, ils sont habitués à faire des actualisations mentales et d'une seconde à l'autre, l'athlète peut soit exploser, soit craquer, ou soit Mhm. maintenir sa forme. Dans le football, les joueurs de football ne sont tellement pas habitués aux montagnes russes émotionnelles que ce sont des joueurs très faibles mentalement. Mis à part les gardiens de but et les attaquants, donc les deux extrémités qui sont exposés, eux, hein, à justement avoir de grandes responsabilités, le reste dans le jeu, ils sont très fragiles. Ils sont pas du tout perméables à la pression et à l'échec sur un match. Donc je voulais voir avec toi comment on peut améliorer ça et revenir un peu à l'essence du podcast, quoi. Ouais, carrément. Déjà, ce que dit Roger Federer, c'est vraiment très intéressant dans le sens où la réalité de ton monde à toi, de notre monde à nous, tout le monde, c'est juste le moment présent. Le reste, c'est que des projections, c'est que des scénarios qu'on se fait, c'est que de l'imaginaire en fait. C'est j'imagine comment ça pourrait être. Et souvent, cet imaginaire, quand il prend le pas sur ta vraie vie, mais même, on parle même pas que de sport, hein, en fait, c'est là où tu as les mecs qui sont en burn-out, en pression, voilà, parce que tu es dans un monde imaginaire. Et sur un terrain, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu peux anticiper, par exemple, la deuxième période, tu peux anticiper la fin du match, mais si tu es à la 27e minute, qu'est-ce que ça te donne comme avantage? Il n'y en a pas, tu vois. Euh, la- L'entièreté de ton monde se joue dans le ballon que tu as à jouer maintenant. Et si ce ballon-là, tu le joues en étant euh, bah, défocus, quoi, tu n'as pas un niveau de focus qui soit suffisamment grand, déjà, on est dans une situation où le sportif n'a pas toutes ses facultés mentales connectées au jeu, connectées, voilà. Et souvent, en fait, ce qui fait que quand tu as une passe à réaliser ou le moindre geste technique, tu es concentré sur la conséquence, parce que souvent, c'est ça. C'est j'ai Mhm. là-bas, si je perds, oh, qu'est-ce qu'on va me dire? Et quand on est concentré sur la conséquence de ce que je fais et pas sur ce que je fais, et ben en fait, on est en décalage avec la réalité et on est là, X%, je ne saurais pas te dire, c'est en variable en fonction des gens, mais il y a un gros pourcentage de ton potentiel qui n'est pas là pour réaliser la tâche que tu as à faire. Donc, c'est ça la complexité, c'est que de comprendre que déjà, si tu n'es pas dans le moment présent, si tu es concentré sur les conséquences de la tâche que tu es en train de réaliser, tu es en mode peut-être que là, tu réalises ta passe. Normalement, dans FIFA, tu as, on va dire, 87 en passe, mais là, pour réaliser ta passe, tu n'es plus qu'à 52, quoi. Donc là, ouais, ça devient très aléatoire. Donc, l'enjeu, il est déjà là. Ensuite, tu m'as parlé des gardiens de but, d'attaquants, etc. Il faut savoir que on a différentes identités sur un terrain. Et par exemple, ce qui va poser gravement gros problème, par exemple, au niveau des passes ratées, ça va être un milieu de terrain. 6, tu vois ce que je veux dire, qui est là pour réguler le jeu. Lui, ça va être compliqué pour lui d'admettre qu'il va devoir rater des passes, qu'il va en rater. Mais même Tony Kroos, il a 92% de passes réussies, c'est-à-dire qu'il en rate quand même Oui, mais ça n'a quelques-unes. aucun impact sur le jeu négatif comme un gardien ou un attaquant qui rate. Les responsabilités et les Ouais, conséquences ouais. sont moins grosses. Mais tu vois, c'est identitaire. Le gars, pour lui, il se dit, j'ai pas le droit de rater. La conséquence de rater des passes, c'est en gros, je vais perdre ma crédibilité, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Et tu vois, c'est cette bataille interne, en fait, qui pose problème. C'est-à-dire, j'ai la balle et je me donne pas le droit à l'erreur parce que sinon, je mets des conséquences qui vont me flinguer mes relations dans l'équipe, ma place dans l'équipe, etc. Donc, un défenseur central, pareil, s'il rate une relance à 3 mètres, tu vois, il va fortement sanctionner son erreur. Là où normalement, l'attaquant qui rate une occasion, on va dire, qui n'était pas franche, il va se dire OK. Par contre, s'il rate une occasion très franche, là, ça va commencer à sanctionner. Et en fait, le problème, c'est la puissance de la sanction mentale que tu te mets, quoi. Si tu te mets une sanction où tu t'enlèves le droit d'être
d'être fort dans ta tête, que tu t'enlèves en fait cette certitude à cause de cette erreur-là. Genre, je suis un putain d'attaquant, je suis trop fort. Le- Et tu arrives devant les buts, tu rates, et qu'après tu dis non, bah, j'ai plus le droit de me dire ça. Ok, bah là c'est fini. Tu vois, là c'est compliqué. C'est là où Roger, ce que je partageais, il dit un point très intéressant ici. Bon, bien évidemment, la perfection est impossible. Il a gagné 80 de ses matchs et il a gagné seulement 54% de ses matchs. En d'autres termes, même les meilleurs du monde gagnaient à peine un peu plus de la moitié des points qu'ils jouent. Ça me fait penser un peu au Real Madrid. Ils ont un tir cadré de plus que toi, mais ils le marquent, tu vois. Vous apprenez à vous dire, je fais une double faute, c'est juste un point. Je suis venu au filet, je me suis encore fait passer, c'est juste un point. Même un coup superbe, un smash de revers qui finit dans le top 10 ESPN, ça aussi, c'est juste un point. Il n'a pas Ouais, sacralisé un point plus qu'un autre. et oui, Je vous raconte ça parce que quand vous jouez un point, cela doit être la chose la plus importante du monde, enfin le point le plus important. Et dès que le point est derrière vous, c'est bon, c'est fini. On passe à autre chose. Tu as marqué un et oui. triplé le week-end dernier, c'est fini, frère. Arrête de construire ta carrière sur ça, c'est terminé. On passe à autre chose. Il y a le match aujourd'hui qui arrive. Euh, et là, il dit, cet état d'esprit est vraiment crucial car il vous permet d'être totalement impliqué, ce que Nico a dit, dans le prochain et dans les suivants avec intensité, clarté et concentration. Et dans la vie, vous allez parfois jouer, vous allez parfois perdre un match, une saison. C'est les montagnes russes, c'est le haut niveau, c'est la vie. On va douter et on va être désolé pour soi. Mais l'adversaire aussi doute. Et ça, on oublie, ça, Nico. C'est qu'en Et oui, face, les mecs en face de nous, ils doutent. Ils sont pas, c'est pas des cyborgs. Eux aussi, ils ont peur aussi. Donc n'oubliez jamais ça. exactement. L'énergie négative, c'est de l'énergie gâchée. Ça, c'est la plus belle phrase du texte. Devenez un maître pour surpasser les mauvais moments. Tu vois, il parle de surpasser et non de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de se battre pour essayer de contrôler une émotion négative, on la laisse passer et on passe à autre chose. Les meilleurs du monde ne sont pas les meilleurs car ils gagnent tous les points, mais parce qu'ils savent qu'ils vont perdre encore et encore et ils ont appris à le gérer. On parle des moments faibles du Real. Ils savent que durant le match, ils vont prendre un poteau, deux poteaux. Ils savent qu'ils vont prendre un petit pont, la misère, ils vont se faire déborder. Ils n'auront pas le ballon. C'est OK. Ouais, en fait, Mais on le Real l'accepte. se dit pas on est au-dessus, donc on doit, et nanana, avec une checklist Oui. de pourquoi. Non, c'est nous, on est au-dessus, on gagne à la fin. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vision minimaliste de être au-dessus. Si tu te dis je suis au-dessus, donc je dois jamais rater une passe, donc nanani, donc nanana, tu viens avec quel genre de pression sur le terrain? Deschamps, il est comme ça. Deschamps, il se dit, les gars, Il Féroé, Allemagne, Brésil ou encore le Pérou, si on gagne, c'est OK. Même si on souffre, même si on Ouais. gagne que 1-0, c'est OK. Alors que le supporter français va se dire, waouh, t'as pas honte, c'est les îles Féroé, t'as gagné que 1-0, t'as subi, t'as pris une barre transversale. Frère, on a gagné. Mais c'est pour ça que la semaine dernière, dans le dernier podcast, j'avais dit ça peut choquer. Tu sais, quand on parlait de l'éventuel coach du Real, moi j'avais dit ouais, Jürgen Klopp. Après, j'ai dit mais pourquoi pas Deschamps après ça, hein. Deschamps pour avoir le profil. Parce que le problème Deschamps, c'est ça, c'est pragmatisme, minimalisme. En gros, nous, on est le Real, nous, on est l'équipe de France. On est là pour gagner. À la fin, le reste, voilà, quand tu as gagné ta Coupe du Monde, et ben voilà, c'est ça en gros. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que dit Roger Federer, c'est qu'il y a cette notion de, en gros, tu réussis, c'est le même niveau que de rater. Et ça, les gens l'oublient quand on fait du foot, c'est que le gros problème d'un footballeur en pleine confiance, enfin, qui a un match réussi ou une période dans un match, un temps fort dans un match, c'est qu'en fait, il a le risque d'arriver à satisfaction. Et en fait, que ce soit une insatisfaction profonde de ton match ou une satisfaction profonde, ça t'emmène dans les deux cas sur des extrêmes de performance, de zones de performance qui seront contre-productives. Soit tu déconnectes et tu deviens, vas-y, hey, je m'en fiche, maintenant j'ai réussi mon match. Mais attends, en gros, on est à la 63e minute, peut-être tu as encore l'occasion de faire des choses ou de gâcher finalement cette sensation positive que tu as. Et pareil, le mec qui est à la 27e minute se dit déjà, ah, mon match, vas-y, ça y est, il est flingué, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Et ça, c'est le problème, en fait, c'est de faire des projections, quoi. C'est de faire des projections et de connecter avec des émotions, on va dire, pendant un match qui n'ont pas lieu d'être. Tu vois, je suis satisfait de moi parce que j'ai mis un but. Et voilà, c'est toute la limite de plein d'attaquants. C'est j'ai mis un but, je suis satisfait. Alors, doublé, je suis très satisfait. Et voilà, tu as le secret de pourquoi Cristiano Ronaldo mettait des quadruplés, lui, parce qu'il n'était jamais satisfait. Genre, même à quadruplé, il se disait, je pourrais en mettre un cinquième. Donc, bah, forcément, ça change tout en termes de mindset. Tu sais, c'est pas que de la qualité, hein, c'est aussi beaucoup de quand je mets un but, refresh, quoi. Et tu vois, il a 39 ans, il est toujours en train de célébrer ses buts comme s'il en avait jamais mis. Parce que c'est le moment le plus important de sa carrière, c'est là, c'est maintenant, c'est pas ce qu'il a accompli, tu vois. Et il a réussi à dilette tous les bons moments dans sa carrière en mode maintenant, c'est le seul moment qui compte. Maintenant. C'est un peu comme si Federer ou Nadal jouaient seulement pour le coup qu'ils adoraient faire, alors que non.
le coup qu'ils adorent faire, ils le font parce qu'il est nécessaire et que c'est le moment de le faire. Tu sais, sur un terrain, la plupart des joueurs veulent, mettre la misère au à celui qu'ils ont en face d'eux, mais Zidane, quand il faisait des roulettes, il en faisait très peu et quand il la faisait, c'était une roulette nécessaire. Quand Ouais. Ronaldinho faisait sa virgule, quand Ronaldo faisait ses gris-gris ou quand Messi ou Neymar, ce sont des choses qui sont bon pour certains, notamment Ronaldo, CR7, parfois pour faire une passe, il faisait une talonnade sur place, il en rajoutait un peu. Ouais, C'est vrai, le jeune Ronaldo, Ronaldo il entre craquait. 17 et 23 ans, je crois que c'était un peu ça, quoi. Mais tu vois, Roger Federer, jusqu'à ses 23 ans, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Son premier grand chelem, je crois que c'est 2003. Il a perdu en finale en 2002. Je te dis ça parce que j'ai regardé un documentaire hier, donc j'espère que ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais le type, jusqu'à ses 23 ans, ça l'appelait le flop Federer. Alors qu'il avait gagné Wimbledon junior, c'était un putain de crack. Mais en fait, mentalement, ça craquait. Il cassait ses raquettes, il était pas prêt. Mentalement, ça Et je sais pas comment il a fait. pourquoi il cassait ses raquettes? C'est parce qu'il avait des attentes. En fait, il arrivait, ça marche pas. Putain, c'était censé marcher. Mais personne n'a dit ça. Tu vois ce C'est que je veux dire? un point qu'il a dû expliquer, je pense, parce que c'était un gros nerveux, Federer. Et après, tu sais, c'est l'athlète, l'un des athlètes au monde où on se dit: «Waouh, ce mec, il transpire jamais durant un match de tennis, tout ce qu'il fait, c'est facile, c'est incroyable». Mais si tu essaies de reproduire ce qu'il fait, pas il s'est entraîné, des milliers de fois. C'est l'un des athlètes qui a eu 2 primes. C'est-à-dire que son prime, c'était 2008-2012. Ensuite, il a eu des blessures au dos et il est revenu en gagnant un grand chelem, l'Open d'Australie, en 2017. Je crois que c'est face à Djokovic ou Nadal, mais si enfin, c'est face à un des 2 monstres et il a réussi à revenir. Parce que normalement, dans le haut niveau, il y a qu'un seul prime, il y en a pas 2. Tu as un moment donné où tu as ton prime, tu es le plus fort, mais il y en a pas Mm. 2. En général, après, Ouais, quand c'est ouais, passé ouais. et lui, il a réussi à en avoir un deuxième. D'ailleurs, qui est l'un de ses plus beaux matchs de tous les temps, 2017 Open d'Australie. J'ai pas envie de manquer de respect, aux aficionados de tennis. Mais ouais, ouais. Et puis tu vois, quand tu dis, 2017, c'est, quand tu dis que heu, quand il joue, ça a l'air d'être facile, euh, on est vraiment sur là, la marque des plus grands. Regarde Messi et Zidane. Quand tu les regardes jouer, tu dis, bah, il faut rien d'exceptionnel. Genre, c'est pas difficile. Vas-y, fais la même chose sur un terrain. Ah ouais, en fait, cette simplicité, qu'est-ce que c'est dur. Ah bah oui. Donc les c'est joueurs Nadal. pour qui ça a l'air facile. Il a battu Nadal, mon gars. En finale de l'Open d'Australie 2017, Nadal prime, mais il revient d'une grosse blessure. Il a joué le meilleur tennis de sa carrière, incroyable. En plus, ce qui est impressionnant, c'est que vu qu'il a vieilli, il a réinventé son jeu, de tennis, il montait moins au filet. Bref, franchement, c'est l'un des athlètes qui m'inspire le plus. Ouais, bah en plus, tu vois, c'est marrant parce que je savais pas cette histoire pour le coup. Tu m'apprends qu'il avait des problèmes de gestion des émotions à la base. Et en fait, Oui, bah, tu vois comment il finit. Il finit pas du tout en te laissant l'image d'un gars qui pète des câbles et tout, tu vois. l'inverse. Il transmet le balécouillisme à certains moments, tu sais, le Ah ouais. détachement au point de en fait, il a pas de mental, Federer. Tu comprends? Ouais. Mais en fait, si, c'est qu'il maintient sa concentration. Lui, il mise sur sa concentration et parce que le reste de sa confiance en soi est géré. Donc lui, il a plus qu'à maintenir un haut niveau de concentration et ça le fait. Alors qu'il y a des Nadal, gens, c'est pareil. ils se battent leurs émotions, contre leurs intentions de jeu, contre leurs certitudes. Tu vois, il y a plein de choses qui sont à travailler avant ça. Et lui, il a juste le haut du truc. Donc il est là en mode, moi, la seule chose que j'ai besoin de verrouiller, c'est ma concentration. Le reste, je sais que ça suit. Tu vois, c'est un mental de très, très haut niveau. Ouais. Non, ce qui est frustrant face à ces joueurs-là, au football, on l'a rarement. Parce qu'au football, le football, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a de l'impact physique avec l'autre être humain. Donc là, c'est l'instinct trivial qui remonte. Le mec me pousse. Ouais. Pour ne pas réagir, c'est compliqué. Même la personne la plus calme, on voit que tu peux avoir à certains moments des réactions. Au tennis, vu que tu es pas physiquement en contact avec l'autre, les mecs, ils sont passibles. Mais le mec aujourd'hui, enfin, Federer, à aucun moment, il laisse transparaître un moment de doute. Mhm. Nadal non plus. Bah, Le pire au celui, tennis, celui, c'est qu'il y a le bruit du coup, vocal. ouais. Je te jure que ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Psychologiquement, ça atteint l'adversaire. Bah, tu vois, tu t'envoies à son inconscient l'idée que le coup, il va être plus fort que ce qu'il n'est. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Mais tu vois, celui qui me fait penser dans le football, là, pour le coup, plus à Federer, c'est Messi. C'est lui qui est le plus proche de ce Pas style du un tout. petit peu. Ah ouais, Pas du tout. moi je trouve Messi, il a ce côté un petit peu flegmatique, Messi. Tu sais, où tu sens qu'il est toujours dans sa concentration, qu'il n'est pas perturbé, alors avec la sélection, etc. non. Avec la sélection argentine, il se transforme en argentin. Quand il joue en Europe,
Non, quand il a vieilli, il est devenu un peu plus agressif. Quand il était plus jeune, peut-être. Mais des joueurs comme ça qui sont vraiment. Après, il y a En fait, qui? est-ce que c'est réellement compatible avec le foot de haut niveau, quoi? Non, mais tu sais, de transposer un petit peu ce genre d'état d'esprit. Bah, pour moi, Messi, les mecs Neuer. genre. Neuer Ouais, Prime, le transmettait. Tony Kroos aussi, c'était genre là, un peu genre froid. Voilà, je suis dans ma concentration. Je Mais suis. c'est un peu un style Voilà. germanique, hein, Federer. Je sais pas où est-ce qu'il a grandi en Suisse, si c'était la Suisse francophone ou Suisse germanique. Mais tu sais, les Suisses sont très proches des Allemands en termes d'état d'esprit, notamment euh, dans, dans les gènes, je pense qu'il doit y avoir des liens historiques. Mais les Allemands sont très comme ça aussi. Les Allemands sont très. Tu sais, un Hummels sur un terrain, il appelle ça le chaud et le froid, Federer, dans Ouais, sa ouais, ouais, façon ouais. de. Bah, c'est vrai que moi, pour avoir travaillé avec quelques Suisses, ils ont ça, c'est un côté flegmatique un peu posé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont posés, tranquilles, ils sont très analytiques. Enfin, faut pas faire des généralités, bien sûr, mais il y a un peu ce côté, ce trait de personnalité qui ressort un peu plus de mes échanges avec des Suisses. Ce côté un peu plus, genre, moi, je prends du recul sur les choses. Tu vois, plus naturel. Alors que nous, on va dire, les Français un peu plus latins, tu vois ce que je veux dire, dans l'approche, on est tout de suite un peu plus émotionnel dans les choses, tu vois, spontanément, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des Français et des Latins, on va dire, qui sont capables de prendre du recul et des Suisses qui sont pas Nadal. émotionnels. Ça veut rien dire. Mais il y a ce côté, ouais, naturellement, en tout cas, c'est un petit peu ça, ouais. Moi, de mes Djokovic. échanges avec les Suisses, c'est ça. Bah, tu vois, tu as Nadal qui a réussi à. C'est très mentalement, je pense que c'est le plus fort de tous les temps mentalement. Djokovic, il était très froid, enfin, très froid au début, très dur. Maintenant, il est un peu plus souriant. Il a compris que. Je pense que c'est plutôt pour son estime de soi. Tu sais, Djokovic, ça a été le joueur sur le circuit le plus détesté parce qu'il y avait les camps Federer et les camps Nadal. Et tout le monde voulait voir à chaque fois Nadal de gagner. Djokovic, ben, Ouais, il c'était venait cheveux sur détruire la le soupe, rêve des quoi. gens. Tu vois. Et Djokovic, ben, le Serbe, il est très. Après, c'est différent. Il a grandi durant la guerre de Serbie. Donc, c'est différent. Il a connu la guerre, etc. Mais ce joueur, mentalement, il est très fort. Et lui, il a des façons de faire qui sont totalement différentes des autres. Quand Novak Djokovic est en train de perdre un match, soit il va au vestiaire, donc il met des gros moments. En fait, il tape dans le momentum de l'adversaire. Tu es en train de me fumer, frère. Le match, il va s'arrêter. Pendant 30 minutes, je vais prendre ma pause. Je vais aller au vestiaire et je vais revenir. Et il le fait tout le temps, ça, maintenant, parce qu'à chaque fois qu'il le fait, il fait une remontada et il retourne le jeu. Et il y a même des spéculations comme quoi des gens disent qu'ils se dopaient dans les vestiaires, etc. Non, c'est juste que mentalement, quand tu stoppes un prime ou un momentum de quelqu'un et que toi tu reviens frais et que tu sais que tu as besoin de redescendre en émotion, c'est fini. Mais Bah, les gens détestent ça, tu vois, les grandes équipes de foot, les grands coachs, genre Ancelotti, tout ça, à la mi-temps. ils sentent ce genre de choses. Même pas qu'à la mi-temps, tu vois, Au ils basket, peuvent, ils peuvent influencer ce genre de choses-là. Tu vois, Ancelotti, il va te faire le changement qui va stopper un peu l'évolution de l'adversaire. Il va te faire. Tu sais, ils sentent ces trucs-là. Les Mourinho, quand il était dans son prime, pareil, il sentait ces choses-là, etc. Guardiola, je pense qu'il se focus pas trop sur ça. Mais tous les coachs qui sont un petit peu quand même à regarder un peu ce que fait l'adversaire. Et Guardiola, c'est plus on regarde ce qu'on fait nous et on s'en fout un peu de l'adversaire. Il regarde forcément. Mais voilà, et les coachs comme Ancelotti, je pense qu'ils regardent aussi beaucoup ce que fait l'adversaire. Et je pense que ça, c'est des mecs dans le football qui amènent ce truc de il y a le temps fort de l'adversaire, on l'accepte. Genre, c'est pas un truc, voilà, par contre, on le gère. On les empêche de ça, ça, ça. au basket, avec pas les cartons, mais les times qu'ils proposent, on appelle ça comment? Les temps morts. Temps mort. Temps mort, ils sentent qu'il y a un prime de l'adversaire, ou il y a un momentum, ou que son équipe commence à flancher mentalement. Ok, pause. Je fais une analyse du groupe, qu'est-ce qui se passe, comment il faut adapter la tactique, est-ce qu'il faut changer le 5 majeur, etc., etc. Ouais, non, non, mais c'est. Ouais, ouais, il y a tout un aspect psychologique. Et puis même euh, dans la vision individuelle du football, c'est-à-dire dans ta zone de jeu à toi, le temps fort de ton vis-à-vis. On a toujours un vis-à-vis. Alors, si tu es milieu de terrain, bah, tu peux avoir deux, trois vis-à-vis qui sont en mouvement. On va dire, imagine, tu es latéral droit, bah, tu en as globalement un, c'est l'ailier gauche adverse, quoi. Bah, là, c'est pareil, quoi. Il faut accepter que le mec, il va avoir un temps fort et le gérer. Commencer à te mettre en mode, bah, peut-être demander.
d'être un peu plus proche à tes coéquipiers, se retrouver moins un contre un. Et puis à un moment donné, avoir le petit geste qui vient montrer que tu es présent et qui vient réinstiller du doute à ton adversaire. Si ton adversaire il te dribble 5 fois sur 5, bah, t'étonnes pas qu'il soit en pleine confiance la sixième fois, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut vraiment parfois savoir gérer un petit peu en mode là, il est en train de monter en puissance, il faut que j'éteigne, il faut que j'aille faire la faute, il faut que j'aille faire le truc qui montre que ça va pas être si facile que ça. Jusqu'au moment où tu reprends Ça me fait l'avantage. penser au Ça me fait penser au cyclisme, tu sais, quand tu as 2 gros favoris, dans les étapes de montagne, les 2 partent généralement en échappée tous les 2, où ils sont en tête de course et à chaque fois, ils augmentent en watts, ils augmentent en intensité à chaque pourcentage de pente, jusqu'au moment où ils sentent que l'autre craque et quand l'autre craque, beh, l'autre part et dans l'échappée, il enfonce le clou et ça me fait penser à ça, tous les sports individuels et le sport de haut niveau. Si on augmente, on augmente, on augmente une pression, c'est le premier qui craque. Mais par contre, quand ça craque, à ce moment-là, il y a 2 types d'équipes ou de joueurs. C'est quand ça craque, est-ce que je suis capable de colmater la brèche ou je suis vraiment, trop fragile et en fait, j'étais dans le paraître, mais derrière, il y a vraiment rien, tu vois? C'est comme, je sais pas, quand tu affrontes le Real, il y a plein d'équipes qui sont dans le paraître, mais derrière, il y a vraiment rien qui est solide. Tu vois, City des années, parfois ils étaient solides, parfois ils étaient trop faibles. Le PSG, tu vois, en paraître sur une composition d'équipe, ils sont solides, mais sous le gilet, comme dirait mon grand-père, il y a rien, tu vois? Il y a vraiment rien sous le Et gilet. le PSG ils sont très forts pour avoir dans une confrontation style huitième de finale aller-retour, pour avoir un gros temps fort. Tu sais, qui marque les esprits. Tu te dis, ah ouais, ouah, c'était fort. Sauf que le temps fort, il n'est pas rentable, quoi. Tu sais, il t'emmène pas à la victoire finale, quoi. Et Bien sûr. le temps fort, par exemple, du Real, lui, il va t'emmener directement à la Dans les qualif. abysses. Donc voilà, c'est ouais, mais je suis assez d'accord. Et tu sais, j'ai couru le marathon Ah voilà. dimanche, du coup, voilà, pour faire le débrief, vu que vous avez suivi un peu l'histoire. Et c'est là où, effectivement, la concentration, même dans un sport comme ça, est essentielle. C'est-à-dire que je me suis un petit peu enflammé les 30 premiers kilomètres, où je suis parti doucement, et après, je me suis dit, je vais rattraper mon truc. Et là, j'ai envoyé bam, 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 au-dessus de ce que je devais faire. Bah, je l'ai payé à la fin. 30 derniers, les 12 derniers kilomètres, du coup, là, ça a été très, très, très dur. Et c'est là où, effectivement, le mental prend le relais. Et à la fin, ce qui restait, c'était même pas mon objectif de temps, de machin. C'était, il y a mes enfants à la ligne d'arrivée. En aucun cas, je leur montre l'exemple d'un père qui abandonne, quoi. Et c'est le seul truc qui m'a drivé à ce moment-là. C'est Parce beau. que, genre, tu vois, et c'est pour te dire que quand tu es dans le dur, tes objectifs personnels, s'ils sont pas bien accrochés, ils vont voler en éclats. Tu vois ce que je veux dire? Le moment où c'est dur ou machin, ça va être là, grosse, énorme remise en question. Donc là, sur le marathon, c'est vraiment de la souffrance physique. Donc c'est pas que de la souffrance mentale, c'est aussi physique. Et ta Mais il y a tête, vraiment, ce que je déteste avec ce sport, c'est que du début à la fin, ta tête te demande d'arrêter. ouais, c'est ouf. Et tu vois, ce qui est vraiment étonnant, c'est là où je me dis, tu vois, on sait pas tout, on comprend pas tout. C'est qu'il y a un moment donné, du marathon, je courais en 8 minutes au kilomètre. Tu vois, j'étais vraiment Ah en mode, ouais, tu étais waouh, cuit de cuit là. tu sais, je me dis, mais là, il me reste sur 7 kilomètres, comment je vais faire? Là, mon corps, il avance plus, tout ça. Et à un moment donné, c'est revenu et je suis reparti sur des standards un peu plus élevés, au moins de l'endurance fondamentale, du 6-20, des trucs comme ça. Alors que bon, voilà, là, je me suis dit, Non mais ouah, 8 ça va être. minutes, tu marchais Nico, à 8 minutes, tu Non, marchais. franchement, c'était en fait, je sautais sur place. J'étais là. Voilà. Alors que j'envoyais du 5-15 pendant 30 km, bam, 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 bam. Et à un moment donné, voilà, je passais de 5-15 à 8 minutes, tu vois. Genre vraiment le truc où je me suis dit, je vais finir, je vais limite être sur les genoux, tu vois. Genre, ça va être compliqué. Et en fait, à bout d'un moment, ton corps, je sais pas, il comprend qu'il va se passer un truc, que de toute façon, tu vas pas lâcher. Tu vois, en fait, c'est comme si mon cerveau, il avait dit à mon corps, hey, c'est mort, abandonne. Et que moi, j'ai contre-attaqué à un moment donné en maintenant mon truc de toute façon, d'une façon ou d'une autre, on finira ce marathon. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, mon cerveau, il a dit, bon, vas-y, je te redonne un peu d'énergie parce que du coup, ce qui est le plus rentable, c'est de le finir le plus vite possible parce que là, on va éterniser le truc, ça sert à rien. Donc, il m'a redonné de l'énergie. Et tu vois, c'est là, en fait, c'était pas pour dire ça, surtout, c'est pour dire que quand on est dans le dur, on prend le bouillon, tout ça, on peut vite, 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 vite perdre le fil de ses objectifs. Et c'est vraiment l'objectif final qui reste accroché. Et c'est là où, par exemple, un Federer, un Real Madrid, enfin, tous les références, les Messi, Ronaldo, eux, même dans le dur, de dur, de dur, de dur, et ça leur est arrivé de vivre des matchs où, vas-y, Ronaldo, je me rappelle de matchs contre Lyon à l'époque, quand Lyon était fort, où tu sais, il touchait pas.
une balle, il y avait tout l'allant sur ses côtes. Je me rappelle à l'époque, j'étais marqué par ce match. Oh Boum, tu putain, sais. tu vas les perdre là. Tu vois ce que Ils je s'en veux dire? Il y rendent avait compte. des mecs où tu te dis, ouais, il a éteint Ronaldo. Ouais, mais sauf que lui, Ronaldo, prochain match, il est encore là. Tu vois ce que je veux dire? Même au cœur du match, à un moment donné, il va ressortir du Oui, c'est chapeau et comme boum, quand boum, boum. Kimpembe, il avait mis Messi dans sa poche au Voilà, 4-0 aller. et le match Fini, d'après, il frère. est là et voilà. Tu vois, Tu il vois, y il a est un là, match il comme ça. marque, il fait la différence. Bon, même si Et ça n'a pas été bah, le meilleur, c'était Neymar le et ben meilleur, voilà, mais les Real Madrid, eux, leur objectif final, ils restent accrochés. C'est-à-dire, on est dans le dur. Là, on s'ouvre. Il n'y a pas de on va s'insulter à la mi-temps ou je sais pas quoi. C'est, hey, les gars, on est encore dans le il y a match. Et là, il y a ce truc qui se remet en place, quoi. Parce que l'objectif reste les, accroché. les forces spéciales, même dans la guerre, on appelle ça l'objectif final recherché. Et le militaire, peu importe ce qui va se passer, il y a l'objectif final recherché, je vais au bout de la mission. Et mentalement, il est prêt à subir toutes les horreurs, prendre une balle, hem, dormir dans des lieux, insécures, la pluie, le froid, affronter des Pax en face de lui. Il faut penser à ça quand tu es en match. C'est ça. C'est-à-dire ne pense pas micro, pense macro. Macro, c'est quoi? C'est, heu, je pense grand. Je pense objectif, fin du match, on doit gagner, on perd 1-0. Si je me focus sur l'action que j'ai ratée il y a 2 minutes, je suis cuit. C'est ça. Si tu te focuses sur le temps faible que tu es en train de vivre Ah, c'est cuit, hein. et que du coup, tu t'abandonnes ou quoi que ce soit, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu sais, vraiment les meilleurs, ils restent accrochés à leur objectif final. Vraiment, c'est ça. c'est comme si tu avais, 5 sur 10, 5 sur 20 à l'école et que tu définissais ton année sur ton 5 sur 20, alors qu'en fait, si tu prends toutes tes notes, tu as 13 de moyenne. Un match de foot, c'est exactement comme ça. Un match de foot, en fait, c'est là où les stats, ils ont niqué le football. Du point de vue mental chez un joueur: «Ah merde, je vais passer de 80 à 50 de taux de réussite sur une passe». On s'en fout. Regarde, Federer, il a gagné 1 point sur 2 dans sa vie, il a gagné 80 des matchs, il a pas tout gagné. C'est complètement OK. Tu sais, moi, je préfère rater toutes mes passes et que l'équipe gagne, que réussir toutes mes passes, faire une passe D et qu'on perde. Mais tu vois, là, on est dans l'individualisme. Je te promets que si on met une stat, la plupart des joueurs préfèrent en perdre en faisant un gros match que Ah bah l'inverse. oui, mais ça c'est 99% des joueurs. En fait, qui veulent pas perdre, voilà, enfin, c'est les cadres des équipes, quoi. Vraiment les mecs, les tauliers, quoi, où leurs objectifs personnels se mélangent avec les objectifs collectifs parce que c'est leur équipe. Mais tous ceux qui sont un petit peu moins installés dans l'équipe, eux, bah, ils pensent que individuel, tu vois. Donc là, par exemple, un Messi, par exemple, en Argentine, lui, il se dit, c'est ma Coupe du Monde, perdre, ça serait waouh. Mais les autres, ils se disent, Ouais, franchement, si il déjà a je fais une fait, grosse Coupe du Monde, si déjà je valorise mon nom et qu'à la fin on dit ouais lui il a fait une bonne Coupe du Monde, même si on a perdu en quart de finale, moi je sais que j'ai valorisé mon nom et ma carrière va mais c'est continuer. c'est l'état d'esprit Ronaldo, tu vois? CR7, il est un peu comme ça, tu vois? Il le dira jamais, mais ça se voit dans son langage non verbal et à certains moments dans la célébration de buts de certaines personnes. Lui, tu vois, il est plus sur stats individuelles que de titres. Ah bah oui, Sauf Ronaldo, moi je sauf suis sûr sauf que pour le il gagne 3 Portugal, ouais, il gagne 2016. 3-0 dans son club, il va se dire c'est pas moi qui ai marqué. Oui. Ouais, bien Mais joué. par contre, avec le Portugal, il était vraiment à bloc parce que c'était vraiment le projet pour lui. Tu vois, Messi, il a fait une finale de Copa América, il a raté un face à face à la fin, il s'est chié dessus littéralement. Il a pas du tout géré la pression. Après, ils ont gagné, c'était le plus heureux du monde et toute l'équipe est venue lui serrer dans les bras. Alors que Messi n'a pas été très bon sur la finale. Mais s'ils sont en finale, c'est grâce à Messi, en partie parce qu'il a été élu meilleur joueur de la Copa, je crois meilleur buteur. Il a fait des choses vraiment très intéressantes durant cette Copa 2021 et heu et les joueurs sont reconnaissants envers lui. Après, c'est autre chose, mais voilà. On est bon, Nico, pour, ce podcast sur la préparation mentale? Moi je pense qu'on est pas mal, hein. On est pas Ouais, mal. De toute façon, il y a pas de début, il y a pas de fin, hein. C'est nous qui décidons. ouais, ouais, j'aime beaucoup. Il n'y a ni début ni fin, que de l'action. Putain, c'est quel film ça? C'est, Voilà. le Guerrier Pacifique. Tu l'as vu ce film? Alors j'ai lu le livre. Masterclass. Ouais, Il n'y a ni Tu vu le film Revolver? non. Oh, quel échec. Ça, c'est vraiment une grosse déperdition, là. Années 2000, Guy Ritchie, Statham qui joue le rôle principal avec, Ray Liotta et d'autres acteurs, heu et il parle de l'ego dans ta vie de tous les jours et comment tu peux te faire détruire ou comment tu peux gagner face à ton ego, ton alter ego intérieur, notamment la petite voix qui te parle et tu vois l'évolution et tu vois qu'en fait, on est esclave de notre ego toute notre vie sans s'en rendre compte Hmm. et on vit notre vie au travers, enfin en laisse, on est tenu en laisse par notre ego
Au lieu de prendre le contrôle sur celui-ci, non, mais c'est vraiment un super film, trop sous-coté, magnifique. Revolver. Ouais, Revolver comme une arme. Ok. D'ailleurs, Revolver, je crois que c'est une marque d'armes. On dit ouais, j'ai Ah, mon revolver dans la poche, mais Revolver, je pense que c'est une marque. ah ouais, bah, je suis pas assez, Oui, assez 100%, et je sais pourquoi il est appelé Revolver. Tu veux que je te dise Ok. pourquoi? Non. Ah oui, oui, Ok. vas-y, vas-y. Non. Parce que Revolver, c'est le nom de la marque de l'arme qui doit tuer l'ego. D'accord. Et Non, mais c'est un super film. du coup, ouais, j'imagine qu'à la fin, il y a une mort physique, non? Quelque chose comme Ah, bah, tu ça? verras, Ok. tu verras. Ok, ok. Bah écoute, on va regarder ça, hein. Mais on est On va bon, regarder ça. Nico. Yes. Avec Marc, on s'organisera vu que demain commence l'Euro, hein. C'est demain l'Euro. Ouais, c'est le match d'ouverture, je crois, demain. Ouais. Allemagne-Écosse. On va faire C'est des plus. débriefs avec Marc, donc je vais devoir allumer ma télé et regarder tous les matchs. Ok. Tu sais, d'ailleurs, je me suis fait la réflexion. Je ne suis pas fan de foot, je suis fan de sport. Enfin, c'est Ah, mon cas, hein. toi ça se valide vraiment. Parce que toi, tu es hyper. Tu vois, les MMA. Enfin, voilà, on sent que tu as des. Voilà, moi, je suis un peu plus fan de foot. J'aime beaucoup le sport. Par exemple, Mais j'ai regardé les championnats du monde d'Europe d'athlétisme ouais. quand j'étais ce week-end chez mes parents, tu vois, avec mon épouse. Donc je connais les champions, les temps, etc. Ça me parle. Ouais, moi c'est différent. Moi, c'est plus. Je suis fan de foot, moi, personnellement. Mais après, vu que je travaille avec des sportifs de tous les sports, du coup, je m'intéresse vachement à tout ça. Alors que toi, tu vas plus être effectivement sur plein de sports et tu Même travailles dans la le foot. F1. Hier soir, je me suis endormi sur un podcast de F1 où les mecs, ils parlaient de tous les champions du monde. Là, par exemple, en 2026, il y a un nouveau moteur qui va arriver. On baisse les moteurs à combustion, on passe sur un V6 et on augmente le moteur électrique. Tu vois, c'est. euh, Mhm. bref. Moi, je me contente de lire un petit peu le résultat, tu vois. Genre, enfin, pas, je regarde pas le résultat, mais genre, ok, qui c'est qui gagne, c'est quoi les tendances, tu vois. Je m'intéresse pas aux Ouais, bien détails, sûr. par exemple, de la F1, tu vois. Ouais, je comprends. Voilà. Bon, on est bon, Nico. On est bon, la team. Passez une bonne journée et on se dit à jeudi prochain. Ciao.